Bonjour et bienvenue sur Sait-on jamais. Aujourd'hui, on va s'enfoncer dans les entrailles de la Terre et voir ensemble comment explorer des grottes avec des enfants. Avant de m'attirer les foudres des spécialistes, quelques précisions et conseils aux parents qui souhaitent emmener leurs enfants vivre ce genre d'aventure. En route pour la grotte des 7 salles. J'emmène les plus jeunes dans des grottes que je connais bien, que j'ai arpentées plusieurs fois avec des spéléologues professionnels. Déjà qu'on n'est pas dedans, on a déjà froid. Ce sont des grottes qui ne présentent pas de risque de montée des eaux. Je me restreins aux grottes de classe 1 qui ne nécessitent pas d'équipement d'assurage. Viens voir le petit passage. Je préviens mes proches en leur indiquant le nom de la grotte qu'on explore. Et bien sûr, j'emporte le matériel indispensable pour ce genre d'aventure. Ouais, l'allumé, en lumière rouge. Allez. N'ayant pas investi dans des combinaisons, idéales pour éviter d'accrocher la ceinture, nous enfilons des vêtements qu'on a dédiés à cet usage. Au-dessus des sous-vêtements techniques, un pantalon costaud, ça peut être un vieux jean, un pantalon de chantier, un vieux jogging pour les enfants. Une polaire et une veste qu'on ne mettra plus pour aller au resto. Et aux pieds, des chaussures de randonnée. Certains spéléos choisissent de porter des bottes. Bien pratique quand il y a 20 cm d'eau au fond des galeries. Mais ici, ce n'est pas le cas. Alors on préfère de bonnes chaussures de rando, montantes de préférence, pour protéger les chevilles, avec un bon grip sur la semelle. C'est un dé. Non, regarde, ça c'était un stalagmite, toi qui montais et qui a été cassé. D'accord? Tu sais, stalagmite, il monte, et stalactite. On choisit de ne pas mettre de gants pour de meilleures prises et pour le plaisir de malaxer la glaise. Descends, c'est un toboggan. C'est une belle boîte aux lettres. C'est sympa, ça là, j'aime bien. Ouais, c'est cool. Protection indispensable, les casques. J'ai mon vieux casque d'escalade et les enfants peuvent commencer avec un casque de vélo, sur lequel, avec un peu d'astuce, on peut réussir à maintenir la frontale. Pour peu qu'elle soit orientable, ça peut faire l'affaire. Système D, donc pour Si ça leur plaît, ça vaut le coup d'investir dans un casque adapté qui permet de fixer une lampe frontale. Pour les plus sensibles des genoux, en général les adultes, un pantalon de chantier qui permet d'y glisser des genouillères peut être une bonne option. Tout aussi vital, de quoi s'éclairer et des batteries de réserve. La lampe frontale apparaît comme une évidence. Deux mains libres, c'est pas trop dans ce milieu. J'ai mon slip qui s'enlève. Cependant, cette LED de signalisation en mode blanc ou rouge, attachée à un bâton, donne aux enfants l'impression d'avoir une torche au bout des bras et de voir les parois de la grotte à la manière d'un homme des cavernes. Pour les frontales, toutes peuvent faire l'affaire, tant qu'elles ont des piles chargées et d'autres de secours. Dans ce cas précis, mieux vaut beaucoup d'autonomie qu'une forte puissance. Les lampes pro de Spéléo pouvant valoir plus de 1000 €, j'opte personnellement pour mon Armitech. Polyvalence oblige. Elle résiste à une chute de 10 mètres et donc au choc contre les rochers. Et elle est étanche à 10 mètres, car même sans être inondée, une grotte est toujours un peu humide. Autonomie de 10 heures à 150 lumens, 55 heures à 30 lumens, et j'ai une pile 18-650 supplémentaire. Bref, de quoi tenir 300 jours en mode clair de lune. La frontale de mon fiston, c'est une petite Phoenix HL10 avec 2 piles AAA en rab. Le sac idéal pour la spéléo est un tube en bâche PVC, avec de quoi le hisser et le porter sur le dos. Pour ma part, je me contente d'un vieux mais costaud sac à dos millé d'une 60aine de litres. Ce sac est un peu notre ligne de vie. On se le passe dans les passages les plus étroits, il s'accroche parfois, malgré les morceaux de chambre à air qui compressent les bretelles, mais on sait que ce qu'il contient peut nous sauver la mise. Même pour une petite sortie, je parle de 2 à 4 heures sous terre, il faut être paré à l'urgence. Comme une blessure qui nécessiterait d'attendre des secours et nous obligerait à réguler la température du blessé. Et là, il faut faire attention. Vous allez passer chacun votre tour. La température des grottes est relativement constante au cours de l'année, entre 8 et 13 degrés. Par un hiver froid, il y fait bien plus chaud qu'à l'extérieur. J'emporte tout de même une couverture de survie par personne, les plus épaisses et les plus légères si on est plus nombreux. L'effort soutenu qu'on fait en rampant dans ces boyaux nécessite de s'hydrater. Si 1 litre par personne suffit amplement pour une courte escapade, j'en emporte un peu plus dans des gourdes solides, que je surprotège en les enveloppant dans les Space Blankets. La paille filtrante et un bout de tuyau pour en récupérer de l'eau d'infiltration dans l'éventuelle mais pas impossible situation où se produirait un éboulement, nous poissons à l'intérieur de la grotte. Pour la nourriture, du léger mais calorique, des barres énergétiques, fruits secs, plus qu'il n'en faut au cas où l'on reste bloqué.
et le casse-croûte si on y passe la journée. Celles et ceux que cette trousse de premiers soins intéresse trouveront une présentation plus complète dans notre vidéo sur ma sacoche EDC. Donc je ne la détaille pas, mais précise qu'elle contient de l'arnica en gel et en granules pour les coups, du bandage, des pansements et de quoi désinfecter. Je touche du bois car en près de 20 ans à emmener des gosses dans des grottes, jamais le moindre bobo. C'est parti. Je t'en prie, mademoiselle. Allez, vas-y. Vas-y. Regarde les garçons, ils t'attendent. On peut aussi se demander si c'est la chance ou simplement le milieu dans lequel on évolue qui explique cette absence bienheureuse d'incidents. Contrairement à la forêt où les enfants courent partout, se poursuivent avec des lances, grimpent aux arbres et sautent par-dessus des trous, une grotte c'est étroit et donc contenant. On descend sur les fesses, ça glisse. Attention. C'est une vraie patinoire. Allez, venez. Il n'y a pas grand-chose qui traîne à part des cailloux. On est au plus près du sol, du plafond et des murs. Le plus gros risque étant les glissades sur sol mouillé. En revanche, c'est pas parce que c'est étroit qu'on ne peut pas se perdre. Donc, on vient de passer. On est remonté là. Dans une pochette étanche, je glisse une impression du plan de la grotte. Même si je la connais, ça permet de nommer les endroits où l'on s'arrête. Une diaclase, une salle au nom toujours évocateur, le passage de la tête de renard. Ces cartographies, on les trouve sur le net, parfois sur un panneau à proximité du site. Ces plans en 2D n'indiquent pas le niveau de profondeur des galeries. Ils ne sont donc pas toujours simples à lire. Le plus sûr, si on explore une grotte inconnue, est de dérouler une ligne de vie. Une longue ficelle qu'on pourra suivre pour rebrousser chemin et retrouver la sortie. Ok, ça marche. Ok. Ah, c'est cool. Cool. Donc moi, il y a les trucs. Alors, maintenant. Ça évitera de taguer les passages ou de déplacer des pierres pour indiquer la bonne voie. Le monde souterrain offre plein de découvertes. Comment l'eau a creusé ses galeries, comment elle a tourbillonné pour sculpter une marmite, comment la calcite a dessiné ses concrétions, draperies, stalactites, mythes. Et puis il y a les petites bêtes qui s'abritent dans ses profondeurs. C'est une méta-ménardie. Vas-y. Et là, bientôt, on va voir la lumière pour la sortie. Les araignées cavernicoles et les chauves-souris qu'on prend garde à ne pas réveiller. Est-ce que vous savez pourquoi il ne faut pas réveiller les chauves-souris? Non, sinon ça s'envole. Non. Oui, elle va s'envoler, ouais, c'est vrai. Mais pourquoi il ne faut pas la réveiller? Vous approchez pas. Je me ressors là. Vous savez pourquoi il ne faut pas? Non. Non? Je sais pas. On va essayer d'imaginer. Parce qu'elle peut donner des maladies. Ah, il y a un peu de ça. C'est surtout que la chauve-souris, elle a prévu, elle hiberne. Pendant tout l'hiver, elle vole pas, elle dort. Et elle a prévu juste ce qu'il faut en réserve d'énergie pour tenir tout l'hiver. Mais pile juste ce qu'il faut. Si on la réveille une fois, elle va consommer l'énergie, parce qu'elle va voler, elle va se rendormir, et elle aura plus assez d'énergie pour finir, elle va mourir. Donc si on la réveille pendant son hibernation, elle meurt. D'accord? Donc ça c'est hyper important. On voit bien là. Donc là on va passer à côté très discrètement. Et tenez, ça c'est pour vous. Savez-vous pourquoi la spéléo n'est pas un sport? Eh bien, je vous mets quelques secondes en attente musicale pour y réfléchir. Alors, la réponse? En fait, il n'y a tout simplement pas de compétition dans cette discipline. En revanche, c'est une activité qui met le corps à contribution. On rampe, on grimpe, on se contorsionne et surtout, on s'entraide. Vas-y, essaye de passer là devant moi. Non. Essaye de passer là. Ok, je veux bien. Papa, laisse une distance. Mais c'est dans ton fusil. Dans cette activité, qui a déconseillé aux personnes souffrant de claustrophobie, certains passages peuvent parfois être angoissants. Quand c'est vraiment étroit, qu'on a l'impression qu'on va rester coincé. Le problème, c'est qu'une personne, enfant ou adulte, prise de panique dans un étranglement ne sera pas facile à rejoindre. On peut s'en rapprocher, être juste derrière ou devant, mais rarement à ses côtés. Heureusement, il reste la voix qui doit être calme et rassurante, avec un peu d'humour pour dédramatiser la situation. On peut aussi l'aider en guidant ses appuis, éventuellement en poussant ou en tirant doucement, mais en général, les encouragements suffisent à surmonter sa peur et à sortir du goulot avec un sentiment de fierté et de dépassement de soi. Les salles sont propices à de petites pauses. Assis sur des rochers, on peut y goûter, boire, manger, observer les détails et discuter. Mais c'est également l'occasion de vivre des expériences qu'on ne peut pas faire ailleurs, comme celle d'écouter le silence des profondeurs, ou encore
de découvrir le noir absolu, quand tu ne vois pas ta main juste devant tes yeux. Non, t'as pas eu. Et toi? Ah oui. Et le noir. Pour les enfants comme pour les adultes, ces explorations ont toujours quelque chose d'initiatique. L'allégorie de la caverne, écrite par Platon, est une métaphore de comment les hommes accèdent à la connaissance et comment ils transmettent cette connaissance. C'est peut-être pour ça que ces grottes me plaisent autant. On ne va pas finir sans évoquer l'intérêt de cette pratique dans une situation d'urgence, sait-on jamais. Rodé à de telles techniques et à cet environnement, on hésite moins si la seule échappatoire est un conduit étriqué, sombre et humide avec de grosses araignées. De surcroît, les enfants apprennent à surmonter leur peur de l'obscurité, cette peur ancestrale qui, génétiquement, date du temps où l'homme n'avait pas encore la maîtrise du feu. Décidément, on revient toujours à nos origines. Voilà, je réitère mes encouragements à explorer des grottes, mais avec les précautions citées en début de vidéo et le matériel minimum à emporter. Surtout, n'hésitez pas à contacter la fédération de spéléologie de votre région pour une initiation. Ce sont toujours des gens sympas et accueillants. Alors on vous dit bonne exploration et à bientôt sur Sait-on jamais.